Bonjour à toutes et à tous. On dit souvent qu'une image ou qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours. Donc du coup, je vous présente la dette technique. Donc là, c'est la version plutôt soft. Et puis on pourrait imaginer que c'est un développeur qui est en train, ou une développeuse qui est en train de débugger quelque chose dans cette dette technique. Et puis là, c'est une version déjà un peu moins sympa quand même, où là, on se rend compte que le bazar est quand même assez avancé, quoi. Ça, pour vous donner un petit peu de contexte, c'est ce qu'on appelle un point de mutualisation télécom. Donc c'est un équipement qui permet de desservir un quartier ou un immeuble pour la fibre optique pour les abonnés. Donc en fait, d'un côté, vous avez les abonnés et la terminaison qui va jusqu'à l'abonné, et à droite, vous allez avoir l'opérateur. Et du coup, quand un technicien doit raccorder quelqu'un à la fibre optique, il vient et puis il va mettre une fibre optique et la brancher des deux côtés. Quand on voit ça, on peut se dire que le technicien qui va devoir ajouter un nouvel abonné, ça va pas super bien se passer. Ou pire, s'il doit aller se rendre compte de ça marche pas pour un abonné, on a été contacté, il faut aller récupérer là-dedans, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est une très bonne image de la dette technique, en fait. Je m'appelle Julien Arnoux, je suis VP Engineering chez Infomaniac. Donc Infomaniac, je pense que vous connaissez, mais en tout cas, on fait du service cloud éthique. Et aujourd'hui, je suis venu vous parler de la dette technique parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et donc dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, plus que les images qu'on vient de voir. Les facteurs qui peuvent faire qu'on va aggraver cette prise de dette technique, et puis comment la traiter en fait, comment la résorber. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup comme sujet, et c'est quelque chose que vous rencontrerez forcément dans votre carrière. Que vous soyez développeur ou développeuse, ou peut-être que certains d'entre vous vont se lancer dans l'entrepreneuriat et donc seront plutôt dirigeants, peut-être vous allez faire une start-up peut-être dans le domaine du logiciel, ou certains vont plus s'orienter côté produit, seront peut-être product owner, product manager, ou même vous ferez peut-être du support. Et en fait là, tous les postes que je viens de citer, les rôles que je viens de citer, vous allez avoir un impact sur la dette technique, que vous allez peut-être l'augmenter, la créer, ou alors vous allez faire en sorte de la réduire au maximum. Donc c'est pour ça que c'est une notion qui est importante à connaître et à savoir dans votre carrière. Et du coup, la première chose, qu'est-ce que c'est que la dette technique? C'est un concept qui a été évoqué par Ward Cunningham dans les années 90. Et la dette technique, en gros, ce qu'il explique, c'est que c'est la somme des efforts qu'on va devoir fournir plus tard pour pallier à la mauvaise qualité d'un livrable d'aujourd'hui. Donc ça, dit autrement, vous avez un logiciel qui est de mauvaise qualité, demain, quand vous allez devoir le modifier, vous allez devoir faire des efforts supplémentaires pour le modifier. La chose qui est super importante à voir là-dedans, c'est le lien entre la mauvaise qualité du logiciel, finalement les efforts, les intérêts, parce que si on parle de dette technique, on parle d'intérêt un petit peu. C'est vraiment cette mauvaise qualité qui a une grosse relation avec votre dette technique. Donc plus votre logiciel est de mauvaise qualité, plus vous avez de dette. La dette technique, quand il en a parlé, Ward Cunningham, il expliquait que c'était plutôt quelque chose de choisi. Et c'est parfois quelque chose d'intentionnel, et donc c'est pas quelque chose de mauvais. Typiquement, si vous montez une start-up et que vous voulez aller mettre très rapidement votre produit sur le marché, vous n'aurez sûrement pas des moyens infinis, et donc vous allez prendre des raccourcis, vous allez faire le logiciel du mieux que vous pouvez, vous allez le mettre sur le marché, vous allez tester votre idée. Du coup, en soi, la dette technique, c'est vraiment pas quelque chose de négatif, il ne faut pas le voir comme ça. C'est plutôt quelque chose qui peut être intentionnel. Le gros problème, c'est que bien souvent, c'est pas intentionnel et c'est surtout inévitable. Et c'est inévitable pour deux raisons. En fait, c'est inhérent au développement logiciel et c'est inhérent à cause de deux choses. La première, c'est ce qu'on appelle la complexité logicielle. La complexité logicielle, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on va rajouter du code dans notre logiciel, on va augmenter sa complexité. Et cette complexité, on a deux types. La première, c'est la complexité, on va dire, essentielle, c'est celle qui est inhérente au problème que vous allez régler. Donc, si je prends un exemple, on vous demande de concevoir une voiture qui doit rouler sur le réseau routier actuel. Vous allez sûrement devoir faire quelque chose pour pouvoir tourner les roues parce que les routes ne sont pas toutes droites. Ça, c'est la complexité essentielle, vous ne pourrez pas la réduire, vous allez devoir l'adresser et vous allez devoir la traiter. Le gros problème, c'est la complexité accidentelle que vous allez aussi ajouter au passage. Et là, ça va plutôt être des choix non pertinents par rapport à la problématique que vous allez essayer de résoudre. Si je reprends mon exemple de la voiture, pour la diriger, on pourrait mettre un joystick. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire pour pouvoir diriger une voiture.
Et ça, du coup, c'est inhérent au développement logiciel. C'est-à-dire que cette complexité, vous en aurez forcément, et à chaque fois que vous allez ajouter du code, vous allez l'augmenter. La deuxième chose qui explique un petit peu la dette technique et la baisse de qualité de votre logiciel, c'est ce qu'on appelle l'entropie logicielle. L'entropie, à la base, c'est quelque chose qui vient du domaine de la physique et de la thermodynamique, et je ne suis pas expert dans le domaine, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais en gros, c'est quelque chose qui permet de mesurer le chaos ou le désordre dans un système. Et du coup, ça explique, en tout cas en physique, que l'entropie d'un système qui est fermé, elle ne peut que stagner ou augmenter. Et en fait, un logiciel, il a deux états. Soit il est en train de mourir, vous modifiez plus son code, et donc là, son désordre, son entropie reste stable. Soit vous êtes encore en train de le modifier, vous ajoutez des fonctionnalités, des modules, des composants, etc. Et là, naturellement, vous allez augmenter l'entropie du logiciel. C'est ce qu'on voit sur l'illustration à droite. La V05, il n'y a que 4 modules, et puis il y a 2 liaisons entre les modules C et D, donc on peut dire que c'est assez bien redonné. Et puis on descend dans les fonctionnalités, enfin dans les versions, puis on se rend compte qu'on a ajouté plein de modules à droite à gauche, certains a priori en rouge qui servent peut-être même plus, mais qui sont encore là. Et avec plein de relations entre eux, et donc ça, en fait, on se rend compte que c'est du désordre, et que ce désordre-là, finalement, il augmente avec la vie du logiciel. Du coup, l'évolution naturelle d'un logiciel, c'est quoi? On ajoute de la fonctionnalité, on ajoute du code, du coup, on augmente la complexité, on augmente l'entropie, et ça, malheureusement, ça conduit à une diminution de la qualité. Et la diminution de la qualité, ça cause l'augmentation de la dette technique. Donc ça, on a vu que c'était naturel, mais il y a des facteurs aggravants qui vont faire qu'on va sûrement avoir beaucoup plus rapidement de la dette technique. Et on peut les regrouper dans deux ensembles. Il y a tout ce qui est côté business organisationnel et puis ce qui est côté plutôt tech. Donc ce qui est organisationnel, par exemple, ça va être des délais serrés. Ça peut se comprendre, c'est-à-dire que si vous avez 2 semaines pour faire une fonctionnalité qui prendrait 3 mois, je pense que vous allez faire des gros raccourcis et votre qualité ne sera pas exceptionnelle. Une autre chose qui est super importante, c'est la définition du besoin et sa compréhension. Et ça, c'est l'illustration que j'ai mis en dessous là. Ça se voit très souvent, c'est ce qu'a demandé le client ou votre product owner, peu importe, ce qu'a compris le product manager, ce qu'a fait le développeur, et puis ce que voulait vraiment le client à la fin en fait. Le problème, c'est que quand on arrive à la dernière case, on a vraiment l'expression de ce que voulait vraiment le client, et donc du coup, nous, on a ça. Donc on va mettre des bouts de scotch là-dessus pour que ça ressemble à ça. Donc tout ce qu'on a fait autour, à la planche de bois, on va tout garder. Et du coup, ça diminue la qualité de son logiciel. Une autre chose qui peut faire aussi qu'on va augmenter l'entropie de son logiciel, ça va être plutôt organisationnel, et ça, il y a Conway qui l'a théorisé il y a longtemps. Maintenant, il y a une loi qui s'appelle la loi de Conway, qui explique qu'en fait, les entreprises qui conçoivent des systèmes, elles sont contraintes à répliquer leur structure organisationnelle dans le système qu'elles vont produire. Donc, dit autrement, si vous avez une entreprise avec des équipes qui sont extrêmement silotées, votre logiciel, il va être extrêmement siloté. Et des fois, même en tant que vous, simple client consommateur, vous allez sur un logiciel, vous vous rendez compte, une application, peu importe, vous vous rendez compte que c'est 2 équipes différentes qui ont fait telle page et telle page. Et pourtant, vous ne voyez pas le logiciel. Donc ça, souvent, dans le code, c'est du truc qui a été dupliqué à droite à gauche. Et puis après, on se rend compte qu'il faut y mettre en commun. Puis en fait, on se rend compte que ce n'était pas du tout fait de la même manière, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un facteur qu'il faut prendre en compte. Après, les facteurs aggravants techniques, il y a déjà le manque de connaissances métiers. Ça, si je vous demande demain de, répondre à un besoin dans le domaine de la finance, et que vous n'êtes pas expert en finance, vous allez essayer de le résoudre avec les connaissances que vous avez. Et puis après, vous allez apprendre. Puis au bout de 2 ans, si on va vous demander de refaire la même chose, vous n'allez sûrement pas le refaire de la même manière. Parce que vous aurez appris, et votre connaissance métier elle aura augmenté. Les mauvaises pratiques de développement, alors il y en a plein, je ne vais pas tous les citer, mais on va dire du code spaghetti, on copie-colle des trucs à droite à gauche, on ne sait même pas comment ça fonctionne. Ça pourrait être un petit peu l'image de droite, c'est-à-dire que le mur, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment des bonnes pratiques de l'avoir monté comme ça, mais en tout cas, ça influe sur votre qualité logicielle, c'est sûr.
L'overengineering, c'est faire des solutions techniques compliquées. On est extrêmement fort là-dedans, toutes et tous, hein, vous allez voir. Vous allez faire des super one-liners avec sa cause dans du CI, ça fait des trucs super compliqués, c'est génial. C'est immaintenable. Et en plus, souvent, on se vante de ça, donc faites attention. La mauvaise gestion des dépendances, tous les logiciels ont des dépendances, que ce soit des librairies, des modules, des frameworks, peu importe. Si on ne fait aucune gestion de ça, on a des trucs qui sont complètement dépassés avec des failles de sécurité. Donc ça, il faut faire attention. Pas de documentation, le classique, et pas ou peu de tests, pareil. Du coup, comment on s'assure de la qualité d'un logiciel si on n'a pas de test? C'est compliqué. Donc du coup, on modifie un truc en haut à gauche, puis en fait, on a pété un truc en bas à droite, mais on s'en est pas rendu compte, c'est parti en prod. Du coup, si on fait rien, de tous ces facteurs et du fait que c'est inévitable, je vous ai représenté un petit peu l'allocation des ressources en fonction du temps pour le développement d'un cycle logiciel. Donc en gris, vous avez la dette technique que vous allez amener naturellement, les efforts pour la compenser en rouge, et puis les ressources que vous allez utiliser pour développer vraiment de la feature. Donc quand on dit de la feature, c'est vraiment vous apporter de la valeur à votre logiciel. Donc là, on va dire que chaque barre, c'est une itération. Alors ça peut être un sprint de 2 semaines, un trimestre, on s'en fout. La première itération, tout va bien, il n'y a pas de dette, vous allez juste en ajouter un petit peu, donc vous allez passer beaucoup de temps à faire de la fonctionnalité. La deuxième, vous commencez déjà à avoir un petit peu de dette accumulée du premier sprint. Donc là, votre temps alloué à faire de la fonctionnalité est déjà un petit peu diminué. Puis ainsi de suite. Et on se retrouve vers la fin où en fait on passe plus de temps à compenser en fait la dette technique qu'on a accumulée plutôt que de faire de la fonctionnalité. Donc en fait quand on arrive là-bas, en gros on ne crée plus beaucoup de valeur dans le logiciel. Ça, si on le représente autrement, le nombre de fonctionnalités dans un logiciel ou dans un système, en fonction du temps, si on ne traite pas la dette technique, ça revient à ça. Donc au début, on produit à fond, et plus on avance, plus on a du mal à rajouter de la fonctionnalité. C'est généralement quand vous êtes à droite, là, il y a votre product owner qui vient vous voir et qui vous dit je comprends pas, là, pour ajouter un bouton, tu me dis qu'il faut 3 semaines, alors que pour moi, ça devrait prendre 2 jours. C'est parce qu'en fait, on a accumulé tellement de dettes, on a un truc qui ressemble à rien, on ne sait plus maintenir, que ça va être compliqué. Donc les risques, si on ne fait rien, la première chose que je viens de vous expliquer, c'est qu'on perd en vélocité. Ça veut dire qu'on a de plus en plus de mal à rajouter de la fonctionnalité. Des problèmes de sécurité aussi, si vous ne gérez pas vos dépendances, vous avez une vieille librairie qui a des bonnes petites failles critiques dedans. Au mieux, il y a un chercheur en sécurité qui est sympa, qui vous le remonte et vous allez lui filer un bug bounty. Au pire, vos données finissent sur le darknet ou votre entreprise elle est bloquée. Ça peut causer aussi de la démotivation au niveau des équipes, que ce soit les équipes techniques, mais pas seulement, même les équipes produits, parce que les équipes produits, elles ont de la pression aussi. Il faut sortir de la fonctionnalité, il faut faire évoluer le logiciel. Et puis en face, elles ont des développeurs qui sont dans la boue ou en train de pagayer, qui n'arrivent pas à sortir des fonctionnalités, donc du coup, là, il n'y a personne qui est content en fait, personne n'est satisfait. Et souvent, ça, pour le client final ou pour l'utilisateur final, ça se ressent. Et votre produit, généralement, si sa qualité interne elle est mauvaise, il y a peu de chances que le rendu final soit vraiment de bonne qualité. Tout ça, au final, ça donne une perte de compétitivité. Donc votre entreprise, elle va être moins compétitive qu'une autre. Martin Fowler, qui a pas mal écrit sur tout ce qui est dette technique et qui a écrit le livre Refactoring, il a un article de blog où il fait une comparaison entre 2 entreprises. Alors c'est fictif, mais il arrive à démontrer en fait assez simplement qu'une entreprise qui va gérer sa dette par rapport à une qui ne le fait pas, l'entreprise qui va gérer sa dette, elle va avoir beaucoup plus de facilité à avancer, et l'entreprise qui ne fait pas de gestion de dette, elle va être beaucoup moins compétitive, et elle est peut-être vouée à disparaître. Du coup, maintenant qu'on sait ça, on pourrait se dire, le problème c'est qu'elle est inévitable, mais on peut quand même, comme on l'a vu, il y a des facteurs aggravants, on peut déjà un petit peu jouer sur les facteurs aggravants pour limiter cette prise de dette. Stripe, si vous connaissez, peut-être certains d'entre vous connaissent Stripe, qui est une solution de paiement. Ils ont fait une grosse étude dans 6 pays, je crois. Ils ont interrogé plus de 1000 C-level, donc ça veut dire ce qui est des CEO, CTO, etc., des tech leads aussi, et plus de 1000 développeurs. Ils ont fait en fait des statistiques et ils sont arrivés qu'en moyenne, pour des développeurs qui travaillent 41 heures par semaine, donc c'est un petit peu comme ici, le temps alloué à se battre
ou à réduire la dette technique, c'est environ 13 heures par semaine. Donc ça fait presque du 30%. Donc c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut faire attention, quoi. Donc la première chose à faire, c'est de voir comment on peut la prévenir et éviter d'en accumuler. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler du culte du cargo. Ça parle à personne? Si? Ok. Donc le culte du cargo, en fait, c'est quelque chose qui est arrivé dans la fin des années, fin du 19e siècle, mais qui s'est surtout vu pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, dans le Pacifique, il y a les Japonais et les Américains qui se sont mis à s'installer sur des petites îles pour faire en fait base arrière, pour le ravitaillement, etc. Donc ils se sont mis sur ces îles, ils ont commencé à faire des pistes, et ils ont commencé à larguer du ravitaillement, des machines, des équipements, etc. Et en fait, sur ces îles, il y avait des populations indigènes qui n'avaient aucune connaissance de ce qui se passait dans le monde occidental. Donc elles n'avaient pas connaissance que derrière, il y avait des porte-avions, il y avait des bases plus loin, il y avait tout un système d'entreprises et de manufactures qui allaient produire tout ça. Ils ont vu ça débarquer du ciel et ils se sont dit, bah, peut-être que si j'essaie de reproduire ce que je vois, là, je vais avoir les mêmes effets. Donc ils se sont mis à faire des avions en bois, des pistes d'atterrissage, voire des petites tours de contrôle, puis ils se sont mis à parler dedans, comme ils voyaient un petit peu les opérateurs américains. Et puis ils se sont dit que les choses allaient tomber du ciel. Alors apparemment, c'est pas le cas, hein. Ça n'a pas marché, mais les Américains ont quand même envoyé 2-3 trucs, ils ont été sympas. Et ça, en fait, dans le domaine de l'ingénierie logicielle, bah, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment. C'est-à-dire qu'on va voir ce que font les grands, on va essayer de les reproduire en se disant on va avoir les mêmes bénéfices. Donc, je sais pas, vous avez un système qui est assez complexe quand même, vous avez un petit peu de charge et vous dites mais ouais, c'est compliqué à gérer tout ça. Les mises en prod, c'est compliqué. Peut-être que je vais commencer à tout découper en microservices parce que j'ai entendu Netflix, ils font du microservice. Donc c'est parti, je fais du microservice. Alors Netflix, ce qu'il faut savoir, c'est que eux, ils ont des moyens illimités, ils ont des équipes techniques extrêmement formées, et eux, toute la complexité qui vient avec les microservices, ils savent la gérer sans aucun problème. Vous, par contre, il y a fort à parier que vous n'allez pas savoir la gérer. Donc là, vous venez de vous rajouter une complexité accidentelle de dingue que vous n'allez pas en plus arriver à gérer, juste pour se dire « Ah, mais eux, ils ont fait comme ça, donc c'est sûr que ça doit être la bonne solution. » Je pourrais prendre plein d'exemples. Google fait du monorepo, donc on va faire du monorepo sans avoir exactement compris pourquoi ils faisaient ça, et c'est peut-être juste historique d'ailleurs. Eux, ils ont peut-être 500 personnes qui vont juste s'occuper de gérer ce monorepo, et juste les interactions qu'il y aura dedans. Puis vous, à 3, vous allez vous dire « Moi, je vais faire un monorepo. » Vous n'aurez peut-être pas les mêmes bénéfices. Une autre chose à prendre en compte, c'est Frederick Brooks qui a écrit un essai, et il en a parlé dans son bouquin aussi, dont j'ai perdu le nom, No Silver Bullet. En gros, il explique que la technologie a suffisamment avancé pour qu'il n'y a plus de solution magique. En gros, tout ce qui était compliqué vraiment pour les devs, on l'a déjà traité, que ce soit avec des frameworks, des langages de haut niveau, etc. Et qu'en gros, si aujourd'hui, il y a quelque chose qui sort et qui vous promet de régler tous vos problèmes, c'est probablement pas vrai. Donc si vous avez suivi un petit peu dans le domaine du JavaScript où il y avait un framework qui sortait toutes les 2 semaines en promettant monts et merveilles, souvent c'est pas le cas quand on va avoir après à travailler un petit peu dedans. Pour faire cette conf, je me suis inspiré un petit peu d'une conf d'Arnaud Lemaire et je vous invite à aller voir ces confs sur des techniques qui sont vraiment très bien fichues. Et il donne un exemple, c'est marrant parce que cet exemple je l'ai vécu. Les bases de données SQL, comme on connaît, relationnelles, c'est bien, mais c'est quand même très chiant quand on doit modifier le schéma. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Les bases de données non relationnelles, NoSQL, etc. Top du top, on n'a plus de problème. Là, il n'y a plus de schéma, donc pour les modifier, il n'y a plus de problème. Donc tout le monde s'est mis à faire du NoSQL, puis après on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus faire de relations. Et là on s'est dit, ah c'est dommage quand même. Donc attention, il n'y a pas de solution miracle en fait. Tout ce qui passe pour une solution miracle, en vrai, ce n'en est pas une. Un autre truc auquel il faut faire attention, c'est le syndrome de la fenêtre brisée. Je pense que vous en avez sûrement entendu parler. C'est le principe du vous avez un bâtiment dans un quartier, il y a une fenêtre qui est brisée. L'idée, c'est que si on ne fait rien, il y a des gens qui vont passer devant, ils vont voir qu'il y a une fenêtre brisée, ça va leur donner peut-être l'envie d'en péter une autre. Et ainsi de suite, péter d'autres fenêtres. Et puis ensuite péter les voitures, et puis ensuite taguer le bâtiment, et en fait ça va conduire à une dégradation du quartier.
Ça, dans le logiciel, on le voit très fréquemment. On est un peu speed, on doit sortir un truc à l'arrache. Ou c'est un peu dégueulasse, mais je vais quand même le mettre. Et puis, le prochain développeur qui passe, ou vous, 2 semaines après, vous repassez là-dedans. Bon, de toute façon, c'est déjà dégueulasse, donc si j'en remets un peu plus, c'est pas un problème. Puis ça s'entasse, puis on arrive à ça, où en fait, on a une montagne de code spaghetti qu'on ne sait plus maintenir, et c'est vous qui allez vous taper la maintenance de ce truc-là. Donc une bonne méthode pour éviter ça, là, c'est le principe du Boy Scout. Et ça a été... c'est ce que donc Robert Martin, qui a écrit le bouquin Clean Code, que je vous conseille, il donne cette règle et il dit un Boy Scout, quand il arrive sur un campement, quand il repart, il doit le laisser aussi propre que quand il est arrivé. Si vous faites ça dans votre code, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez modifier votre code, vous arrivez, vous dites, quand je vais repartir de cet endroit, ce sera au moins si propre que quand je suis arrivé, vous allez éviter un petit peu cet amas de bazar dans votre code. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est vraiment quelque chose à avoir en tête à chaque fois que vous allez modifier votre code. Et de manière générale, pour s'assurer de la qualité de votre logiciel, regardez tout ce qui se fait dans les pratiques de craft. Et il y a un bouquin aux éditions Duno qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Software Craft, qui est écrit en français en plus, et qui est super intéressant. Il vous donne une vue d'ensemble un petit peu de toutes les techniques craft dans le développement logiciel. Et franchement, il est super bien fichu, donc je vous conseille d'aller le voir, de le lire. Software Craft. Je crois que c'est ça le titre, aux éditions Duno, mais il est vraiment bien fichu. Je vous ai mis quelques acronymes que j'aime bien pour s'assurer un petit peu de la qualité logicielle. Le premier, Keep it simple stupid. Comme on l'a vu, quand on essaie de reproduire des trucs ultra compliqués, souvent ça ne marche pas. Donc vraiment, essayez toujours de faire le plus simple possible. Et en fait, faire simple, c'est extrêmement compliqué. Faire complexe, c'est super simple, c'est super facile. Donc si vous essayez à chaque fois de faire le plus simple possible dans vos solutions, déjà votre code il sera sûrement plus simple, et du coup, quand vous allez devoir le modifier, ce sera plus facile. Yagni, you ain't gonna need it. Vous n'en avez pas besoin. Vous verrez que les développeurs ou développeuses, on est extrêmement bon pour se dire ça, je pense que j'en aurai besoin au cas où je vais faire quelque chose. Au cas où je vais prévoir ce cas d'usage, au cas où je me dis que peut-être dans 6 mois j'aurai besoin de ça. Et donc là dans votre logiciel, vous rajoutez de la complexité pour un truc qui, la plupart du temps, vous n'en aurez jamais besoin. Donc juste le faites pas en fait. Faites-le au moment où vous en avez vraiment besoin. Et vous verrez que du coup votre logiciel il sera un peu plus light. Et dry, don't repeat yourself. Si vous commencez à dupliquer un petit peu votre code, ça peut être une bonne raison de temps en temps, mais globalement ça l'est pas. Il y a sûrement moyen de refactoriser ça d'une autre manière. Donc ça fait KID, si vous voulez le retenir. Du coup, maintenant qu'on a vu comment essayer de prévenir la dette, vu qu'on a vu que c'était quand même inévitable, à un moment donné, il faut la rembourser. Donc comment on fait pour rembourser la dette technique ? La première chose à faire déjà, c'est de la rendre visible. Parce que si vous la cachez, ce sera difficile d'aller demander du temps pour la traiter. Donc déjà, ne faites pas d'estimation intenable lorsque vous devez faire du développement. Ça, on est super fort aussi. On est super fort pour faire de très mauvaises estimations de temps. Et en fait, on ne sait pas estimer le temps qu'on va prendre pour faire un truc, globalement. Donc on se dit, ça va me prendre une semaine. On dit à son product owner, j'en ai pour une semaine. Sauf que la qualité de votre logiciel, elle n'est pas bonne. Donc ça vous prend 1 mois. Et donc là, votre product owner, il ne comprend pas trop. Lui, il ne sait pas ce qui se passe derrière. Il ne sait pas pourquoi ça a pris 1 mois, en fait. Donc déjà, commencez plutôt par dire cette partie de code, je la connais moyen, mais tout ce que j'en sais, c'est que c'est un foutoir. Et qu'avec beaucoup de chance, j'arriverai peut-être à faire quelque chose en une semaine. La fonctionnalité que tu m'as demandé en une semaine, je peux te la sortir. Mais en vrai, je vais peut-être prendre 1 mois. Et ça, c'est parce que la qualité du code, elle est vraiment mauvaise. Là, déjà, vous changez le sens de votre estimation, en fait. Ne faites pas de grosses refactos pendant l'ajout de fonctionnalités. Ça, c'est cacher la dette technique, en fait. Et en plus, ça vous fait planter votre estimation, souvent. C'est-à-dire que vous avez dit 2 semaines, bon, je suis confiant, 2 semaines. Vous arrivez dedans, allez, je refacto. 1 semaine et demie de refacto, il reste 3 jours pour faire la fonctionnalité, et là, c'est reparti, on va rajouter des couches de caca. Donc du coup,
Si vous voyez qu'il y a vraiment besoin de refacto, vous faites la fonctionnalité et vous adressez la refacto après. Du coup, quand on a commencé à rendre visible un petit peu aux yeux des autres la dette technique, il faut la matérialiser pour que ce soit concret. Donc la première chose à faire, c'est, je sais pas, vous avez un issue tracker, vous faites une épique, et vous identifiez vos différents points aujourd'hui de dette technique, et puis vous allez sûrement en rajouter au fur et à mesure, vous allez rajouter la fonctionnalité. Donc vous identifiez vos items, et surtout vous notez les bénéfices de traiter. Par exemple, j'ai une dépendance qui est dépassée depuis 6 mois, le bénéfice de la traiter, c'est que là, aujourd'hui, en fait, elle n'est plus maintenue et que potentiellement, il y a des failles de sécurité. Donc le bénéfice, c'est potentiellement de s'éviter des failles de sécurité. Vous catégorisez ça, maintenabilité, automatisation, QA, vous faites un joli petit tableau, et puis après, vous priorisez. Il y aura des choses qui seront forcément beaucoup plus prioritaires à traiter, que la refacto d'un truc où la dernière fois qu'on y a touché, c'était pas facile, mais bon, ça s'est fait, ça, c'est peut-être pas prioritaire. La dépendance qui est vraiment dépassée, ça, c'est prioritaire, par exemple. Et une fois que vous avez fait ça, il faut l'adresser. Et donc là, il ne faut pas en parler comme un coût quand vous allez voir votre product owner ou votre product manager. Parlez-en plutôt comme un investissement, en disant là, on investit pour la suite, pour pouvoir chip de la fonctionnalité plus rapidement. Donc une fois que vous avez fait ça, vous intégrez le traitement de ces différents items dans votre roadmap, avec votre product manager, votre product owner. Et surtout, vous réévaluez régulièrement, parce que quelque chose qui avait une priorité basse il y a 6 mois, peut-être que demain, ça va être une priorité très très haute. Donc c'est quelque chose que vous allez réévaluer régulièrement en fait. Du coup, si je reprends mon cycle de vie de logiciel de tout à l'heure, là, on voit que j'ai rajouté en bleu ce qui est le remboursement de la dette. Et donc on voit qu'à l'itération 4, effectivement, on a sorti moins de fonctionnalités. Donc on a rajouté une partie de remboursement de dette technique. Mais du coup, on voit que dès l'itération suivante, on a été en capacité de fournir plus de fonctionnalités. Et ça, en fait, vous allez le faire petit à petit, pas tout le temps, mais en tout cas, le mieux que vous pouvez. Et si on reprend le graphe de tout à l'heure où on voit le nombre de fonctionnalités en fonction du temps, par rapport à si on ne fait pas de traitement de dette en pointillé, et si on fait du traitement de dette en trait plein, on se rend compte qu'on arrive à beaucoup plus produire de fonctionnalités au final. Il y a une étude de Gartner, donc c'est un cabinet de conseil américain, qui a fait pas mal d'études en fait sur tout ce qui est dette technique, etc. J'ai plus le nom du papier, mais en tout cas, la conclusion, c'était que les entreprises qui avaient une gestion de dette technique en interne, souvent, elles chipaient 50% de plus de fonctionnalités que les autres. En tout cas, 50% plus rapidement que les autres. Donc c'est quand même pas rien. En tout cas, je vous souhaite à tous d'avoir plutôt un logiciel qui ressemble à ça que ce qu'on a vu au début. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et du coup, je pense qu'il y a un micro qui va passer pour les questions s'il y en a. À partir de quand il faut se poser la question de la dette technique? Est-ce qu'il faut forcément être une entreprise avancée? Est-ce qu'il faut être à la B12 ou à partir de quand? Non. En fait, là, ça, Martin Fowler, dans un de ses articles, il dit que ça peut être quelques semaines à quelques mois, en fait, de la vie d'un logiciel. Donc après, ça dépend pas forcément de la taille de l'entreprise, en fait. Ça dépend surtout de ce qu'on veut en faire, du logiciel. Donc, si vous êtes une petite entreprise, forcément, vous allez allouer beaucoup moins de temps et beaucoup moins de ressources à traiter cette dette, mais vous avez tout intérêt à le faire assez rapidement quand même. Ouais. Alors, il y a pas un risque. Il y a le micro, excuse-moi. C'est avec le micro. Ah, c'est ça? Ouais. Tu me le repasses? Ah ouais, ok. Ouais, le micro. Vraiment? Tu t'entendras pas, mais la vidéo. Ok. Il n'y a pas un risque qu'en corrigeant la dette technique, on en crée? Si. Enfin, parce qu'en fait, il y a plusieurs équipes qui sont en train de corriger des trucs, donc du coup, ça implique sur un autre truc, puis ça va pas, ils n'ont pas forcément communiqué, puis du coup, en fait, ça empire. Enfin, au bout du compte, ça va l'améliorer, mais temporairement, ça empire la situation. Au bout du compte, ça va améliorer. Alors, on essaie quand même, si on fait du traitement de dette technique, de ne pas empirer les choses. Donc ça, effectivement, c'est compliqué à mettre en place dans une entreprise qui est déjà, on va dire, qui a une longue durée de vie, qui a beaucoup de logiciels à maintenir, etc. Forcément, on ne va pas pouvoir mettre en place tout de suite la même gestion de dette que quelque chose qui est tout neuf.
Par exemple, si vous avez des projets qui ont déjà une couverture de tests et d'autres qui n'en ont pas, ben, ça va être beaucoup plus facile de faire de la correction de dette dans quelque chose qui a des tests parce que vous avez moins de risques en fait. Vous avez des tests qui vont vous assurer que vous n'avez pas pété des trucs en bas à droite ou autre. Alors que dans un logiciel, vous n'avez pas de tests, c'est un peu plus compliqué. Après, il y a plein de stratégies en fait à adopter pour améliorer la qualité de son code en prenant, on va dire, en prenant le moins de risques possible. Par exemple, il y en a une très simple, même si vous n'avez pas de test et que vous devez modifier le corps d'une API, en fait, vous allez jouer plein de codes sur votre API et vous allez enregistrer la réponse, mais vraiment textuellement, si c'est du JSON, vous allez enregistrer le JSON. Après, vous allez avoir une autre branche où vous faites vos modifs et vous allez rejouer exactement les mêmes calls API et vous allez comparer les deux JSON à chaque fois. Vous n'avez pas de test, mais vous allez quand même au moins vous assurer que ça répond de la même manière. Donc en fait, il y a plein de stratégies à mettre en place pour faire en sorte qu'on fasse quand même plus du bien que du mal. Merci. Ok, moi j'ai essentiellement deux questions. Ouais. La première, c'est la manière dont vous l'avez présenté, c'est que la dette technique, elle est réglée par la personne qui a écrit le code. Est-ce que c'est envisageable qu'il y ait une équipe qui soit créée uniquement pour régler ce problème-là? Je dirais que ce ne serait pas forcément une bonne idée. Parce que traiter quelque chose qu'on n'a pas écrit et dont on n'a pas forcément le métier, c'est surtout le problème, c'est le métier en fait. C'est que, ouais, peut-être que le code visuellement et tout, il sera plus découpé et tout, mais si on n'a pas de connaissances métier, en fait, ça va vraiment être compliqué d'adapter au domaine métier qu'on règle en fait. Donc non, je dirais que c'est pas une bonne idée. Ok, du coup ça me rajoute une autre question, j'en ai trois en tout. La deuxième c'est, ok, on reprend le code de quelqu'un, ouais. Cette personne a quitté la boîte, ouais. La dette technique, comment gérer ça du coup, vu que... on serre les fesses. Ok, excellent. Non, mais en vrai, il n'y a pas de recette miracle. Si la personne elle est plus là, après bien sûr que vous allez devoir traiter de la dette qui n'est pas la vôtre, hein, c'est sûr. Déjà juste les librairies que vous utilisez. Vous prenez une lib, super, elle fait tout ce que je veux, ok cool. Puis en fait vous vous rendez compte qu'il y a un bug. Puis vous allez dans GitHub, puis vous voyez que l'issue est ouverte depuis 6 ans. Hein. Et ben là vous allez dire non, j'en ai besoin. Donc vous allez le traiter vous. C'est pas votre code. Donc, vaut mieux, alors, dans une entreprise, il vaut mieux éviter d'avoir une équipe qui fait que ça, mais par contre, oui, vous allez devoir le faire. Traiter de la dette qui n'est pas la vôtre, c'est sûr. Ok. Et en fait, ma troisième question, c'est plus dans le concept, c'est, du coup, vous traitez ça comment à Infomaniac? Vous avez une partie du temps qui est allouée à ça, c'est en fonction de l'équipe, c'est en fonction du manager? C'est une très bonne question. Là, on est en train de passer, on va passer les audits ISO 9001 pour la qualité. Et en fait, c'est un objectif de traiter la dette technique. Donc, en fait, on va avoir un temps alloué. Notre objectif, c'est d'avoir au moins autant de temps que ce qu'on a dit qu'on allait allouer au traitement de la dette technique. Donc, je vous donne un exemple qu'on n'a pas défini, mais par exemple, ce sera au moins 10 ou 20% du temps alloué à la dette technique. Et quand je vous ai parlé de l'identifier, de la prioriser, etc., là, en ce moment, toutes les équipes qui vont être impactées par ça sont en train de faire des épiques, justement, où elles sont en train de lister tous les items de dette technique qu'elles connaissent, en faisant une estimation de combien ça pourrait prendre, les bénéfices qu'il y aura à la traiter, et ça, on va l'adresser du coup l'année prochaine, en ayant vraiment du temps alloué à ça. Voilà. Alors moi j'ai une question, si on se préoccupe de la dette technique en priorité plus haute ou très haute, ou enfin comment est-ce qu'on monitore en fait cette dette technique de façon à ce que le graphe aille dans ce sens? Il y a un moment donné où la dette prend le pas sur le développement des fonctionnalités, et ça veut dire qu'il faut la rendre visible et qu'il faut du coup monitorer. Le plus tôt possible, c'est le mieux, mais quand on finit par traiter plus la dette ou par rendre le système tellement parfait qu'à la fin la fonctionnalité ne sort pas, c'est une réflexion générale, mais comment est-ce qu'on gère ça du coup? C'est un équilibre. Comme je vous l'ai dit, en fait, le problème de la dette, c'est qu'elle est inévitable, mais surtout, il y a plein de facteurs aggravants, et notamment le domaine métier. Et ça, vous ne pouvez pas le deviner, vous ne pouvez pas monitorer que ce que vous faites aujourd'hui, vous n'avez aucune idée que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est la bonne manière de le faire parce que vous apprenez en même temps sur le domaine métier. Donc ça, déjà, vous ne pouvez pas le monitorer. Après, si on parle par exemple de dépendance périmée, là, vous mettez un dépendabot qui, lui, va faire du monitoring et vous dire cette dépendance-là, elle est périmée. Mais après, c'est un équilibre. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous passez... En fait, si
il y a des gens qui sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils veulent le code parfait, et du coup, il n'y a jamais rien qui sort. Donc non, d'abord, on sort les fonctionnalités, puis de temps en temps, on se rend compte que là, il y a des problèmes, il y a de la friction dans le code, et ça devient compliqué à modifier certaines parties. Et là, on commence à se dire, ok, là, il y a peut-être quelque chose à faire, mais c'est du ressenti. À part les dépendances, on peut vraiment... après, il y a des code smells où on peut faire tourner, par exemple, des outils d'analyse statique de code qui vont vous donner des statistiques en vous disant vos fonctions sont trop longues, il y a trop de paramètres, et donc probablement que c'est dur à maintenir. Donc ça, on peut le faire tourner. Et après, si vous êtes constamment en train de faire ça, oui, vous ne sortez pas de fonctionnalité. Donc en fait, quand je disais tout à l'heure, notre objectif, c'est peut-être 10 à 20%. Alors voilà. Si vous passez 80% de temps à vous assurer que votre code il est parfait, sachant que en fait, vous êtes peut-être en train de faire un truc que dans 2 ans, vous ne feriez pas du tout pareil parce que vous avez appris, ça n'a pas d'intérêt. Ok, merci. Et tu peux jeter le micro. Est-ce qu'il y a un point où ça devient moins intéressant de régler cette dette que de créer un nouveau produit qui, justement, où on recommence à zéro avec les connaissances qu'il faut? Les fameux codes legacy. Peut-être. Ouais, alors c'est ce qui arrive assez souvent, c'est-à-dire qu'on se dit que c'est tellement foutoir en fait que... Bon, on va faire une nouvelle version. Et bien souvent, le problème, c'est que la version d'avant, elle reste en plus. Donc, disons que s'il y a vraiment un moment où vous n'avez plus à faire évoluer votre logiciel, la meilleure manière, ce serait peut-être pas de dire on remplace complètement, mais c'est de remplacer par module. C'est ce qui est plutôt conseillé. C'est-à-dire on va essayer de prendre une partie complète, on va faire une abstraction, on va prendre une partie complète du code et on va la déplacer ailleurs sur un autre système, et petit à petit on va déplacer des bouts comme ça. Si on essaie de changer le logiciel complètement, après ça dépend du contexte forcément, mais ouais, la stratégie serait on va essayer de le faire petit à petit, plutôt que de faire une grosse nouvelle version. Mais en fait le problème c'est que souvent quand on fait une grosse nouvelle version, on garde l'ancienne en parallèle, et puis elle vit ultra longtemps. J'ai de très bons exemples. Donc nous, ouais, chez Infomaniac, on a par exemple des choses qui sont là mais qui ont encore de la valeur, mais qui sont là depuis 10 ans, qu'on sort petit à petit, mais c'est gigantesque en fait, parce qu'on a accumulé 10 ou 15 ans de dev, et donc on ne peut pas faire ça d'un coup en fait. Donc ça va être, on va extraire des modules, des parties, qu'on va mettre en API qui n'étaient pas avant, et on est encore en train de le faire, et on n'a pas fini. Ok. Les audits, vous avez prévu d'en faire périodiquement? C'est tous les ans. Ok. C'est quelque chose de C'est normalisé, c'est des audits ISO. Donc, il y a une réévaluation tous les ans de est-ce qu'on a atteint l'objectif ou pas en fait. Ok. Et du coup, dans les facteurs de création de dette technique, vous avez listé un certain nombre de facteurs. Ouais. Du coup, vous avez une espèce de méthodologie pour éviter que ces facteurs créent de la dette. Enfin, comment est-ce qu'il y a une espèce de formation qui est donnée aux devs quand ils rentrent dans la boîte pour dire en fait ça c'est les étapes qu'on suit à chaque fois? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Infomaniac a grandi très vite. Donc les équipes ont très fortement pris en taille, en fait. Et on n'a pas vraiment eu le temps de mettre tout ça en place et c'est en train de se faire. Donc c'est-à-dire que là, on est en train de... Alors par contre, il y a tout ce qui est formation, c'était déjà inclus. Donc les développeurs pouvaient déjà faire des formations. Et après, sur faire un onboarding pour dire comment doivent être faites les choses, déjà, on a des produits qui peuvent être très différents, des façons de travailler qui sont très différentes. Et donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est de réaligner la façon dont on travaille. Une fois qu'on aura réaligné la façon dont on travaille, c'est de se dire, maintenant, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc un exemple concret, ça peut être la façon dont on écrit le TypeScript. Là, on s'est mis d'accord sur tous utiliser tel format, en fait. Et donc maintenant, c'est automatisé dans les CI, en fait, si le TypeScript n'est pas valide par rapport au spec qu'on a, ça passe pas, en fait. Mais c'est pareil, pas toutes les équipes peuvent encore le mettre en place, donc c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de faire. Et okay. C'est sur le long terme. Ok, merci beaucoup. Pour prolonger un peu la question, c'est
quels sont les conseils que tu pourrais donner justement à des étudiants, à nous essentiellement, pour qu'on apprenne à mieux appréhender la dette technique, d'une part de l'accepter, de l'autre de comprendre ce qu'on est en train de générer comme dette, et peut-être de la gérer plus tard. Après, nous, on marche quand même par des petits projets, donc si on a une dette technique sur un projet, en général, le projet est fini, on le jette, enfin, on met de côté, on recommence à zéro, donc on revient sur ce que disait Alexis, on recommence un projet, donc on peut revenir sur des compréhensions nouvelles, mais le but, c'est d'intégrer des entreprises comme la tienne, et du coup, quels sont les conseils que tu pourrais nous donner, en dehors du livre que là, on a partagé sur Discord déjà, Software Craft, voilà. Bah, c'est un bon début déjà. Regardez tout ce qui est clean code, juste pour vous assurer de la qualité de code. Après l'accepter, bah, de toute façon, vous allez vous la prendre en pleine face. Hein. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer dans une entreprise et qu'on va vous demander, bah, maintiens ce truc-là qui est en prod depuis 10 ans, il y a peu de chances que vous arriviez, sauf si vous créez une entreprise et que vous faites votre logiciel, vous, de zéro en fait, il y a peu de chances que vous arriviez dans une entreprise où vous allez arriver, tout est neuf et tout est à faire. Hein. Et on va tout de suite vous dire, bah, vas-y, fais de zéro. Sûrement vous allez arriver, puis vous allez faire probablement de la maintenance, ou en tout cas modifier des softs qui existent déjà. Donc l'accepter, vous n'aurez pas le choix. Non, après ce que vous pouvez faire déjà, c'est de travailler la qualité de votre code avec Clean Code de Robert Martin, Refactoring de Martin Fowler, Software Craft, que je vous ai donné qui est sorti en avril, oui. Ouais, c'est de vous documenter et puis de travailler votre qualité de code. Puis après, parce que ce sera compliqué quand même en étant junior d'arriver dans une entreprise et de dire ouais, c'est pourri, votre dette, là, il faut la traiter. Non, ça marche pas. Ouais. Donc ça, il faudra attendre d'avoir un petit peu plus d'expérience pour dire là, je sens qu'il y a quand même un gros problème, on a beaucoup de mal à faire évoluer ce soft. J'ai commencé à catégoriser 2-3 items qu'on pourrait traiter pour réduire notre dette, et les bénéfices, ce sera ça. Et là, du coup, vous serez en capacité de pouvoir faire avancer la chose. Maintenant, en tant que junior, voilà. Mais est-ce que tu as quelle est l'appréhension pour le management et l'organisation, parce que tu parles qu'une des choses intentionnelles, c'est l'organisation, mais à titre individuel, est-ce qu'il y a des profils qui génèrent de la dette technique, même intentionnellement ou pas intentionnellement, peu importe, mais est-ce que du coup il y a un accompagnement à faire? Est-ce que tu les vires? Est-ce que tu les enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y en a peut-être qui respecteront pas la norme que tu as mis en place pour écrire le TS ou le TypeScript. Nous on a de la norme, par exemple, on a une norminette qu'on doit respecter au début du truc. Et donc voilà, ce genre de profil qui pourrait avoir du mal. Après, quand c'est imposé dans le CI et que ça passe pas le CI, j'ai envie de dire, vous n'avez pas le choix. Ok. Après, l'accompagnement, le truc, c'est que nous, on essaye d'accompagner les développeurs le plus qu'on peut. Après, les acronymes que je vous ai mis là, faire le plus simple possible, ne pas faire de choses qui sont en tout cas pas utiles aujourd'hui, ne pas vous répéter. J'aurais pu mettre TDD, mais je pense que vous apprenez ça, le Test Driven Development. Ouais, indirectement, ouais. Voilà. Ouais. À part ça, je dirais, à titre perso, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ne faites pas de solutions ultra compliquées, comme je l'ai dit, de générique, des machins, c'est super, mais c'est maintenable, ne faites pas ça, en fait. Et vraiment, pour moi, le truc le plus dur, ça fait 15 ans ou plus que je fais du dev, c'est de faire des solutions simples, en fait. À des problèmes complexes, parce que des problèmes complexes, vous allez avoir à en gérer, c'est sûr. Et faire des solutions simples à un problème complexe, c'est ultra compliqué, en fait. Par contre, faire un truc du code spaghetti dans tous les sens et tout, alors ça va traiter le problème, mais c'est immaintenable, c'est pas performant, et puis vous allez faire une version 2 parce qu'en fait vous n'arrivez pas à le maintenir. Voilà, donc je dirais non, c'est juste faites attention. Voilà, c'est vraiment votre qualité de code, c'est la première chose. Après, par exemple, la définition du besoin ou la compréhension, vous n'allez pas forcément pouvoir influencer dessus, en fait, influer dessus, parce que c'est pas vous qui transmettez le besoin. Peut-être que c'est un product owner qui va le réceptionner, qui va vous le transmettre. Ou un commercial qui connaît pas. Voilà, donc ça vous pouvez malheureusement pas trop influer dessus. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est écrire du code qui soit du coup simple, modulable, qui fait que si finalement on se retrouve dans la BD de tout à l'heure où on a des planches et qu'on devait arriver à une balançoire avec un pneu, en fait remplacer la planche par un pneu c'est super simple, parce que votre code vous l'avez fait simple, modulaire. Là, alors si vous avez fait un truc très imbriqué et tout, vous aurez du mal à le faire évoluer, quoi. Voilà. Ok. Une autre question?
Ouais, bah, en fait, au début, Fomaniac c'était petit, du coup ça a grandi, puis on a parlé de normes à respecter. Mais donc du coup, oui, il y a des normes à respecter, mais comment on a décidé que c'était ça la norme? Enfin, c'est qui? C'est organique, c'est démocratique, ou c'est à un moment donné le product manager qui a dit, bah en fait on fait comme ça, mais sur la base de quoi? Il y a quelqu'un qui est rentré, qui a hurlé dans le bureau. Non, déjà, donc on est 80 devs environ, hein, donc on ne va pas imposer. Déjà, on ne va pas imposer des choix à des équipes qui ont des deadlines, des choses à respecter, business, purement business. Enfin, la technique, c'est au service du business, c'est pas l'inverse. Donc, la première chose déjà, c'est de faire le business. Okay. Après, les problématiques techniques, on les règle entre nous. Et alors, bah, par exemple, quand on a mis en place le SLint, quelles sont les bonnes pratiques? Bah, déjà, on regarde ce qui se fait autour. S'il n'y a pas déjà des normes, par exemple, les PHP, si vous faites du PHP, vous avez les PHP FIG, là, comme on dit déjà. Bref, en fait, c'est des normes PHP, enfin, c'est normé, en fait, et en gros, vous suivez ça, si tout le monde suit ça, bah, vous avez un code à peu près de qualité, quoi. PSR, pardon. Ouais, ça. Du coup, bah, comment on a fait? Bah, en fait, il y a une guild front, avec des équipes qui font du front, et en fait, on s'est donné rendez-vous dans cette salle, et on a dit, bah, là, il faut vraiment qu'on commence à mettre ça en place. Comment on va le faire? On a essayé plusieurs choses. Différentes équipes ont essayé différentes choses au niveau de la norme à respecter. Puis on est arrivé d'un commun accord à cette norme-là. Et là, maintenant, on la met petit à petit dans les CI. Voilà. Mais c'est pas quelque chose. Alors, si dans 10 ans, tu es CTO, CTO et que tu arrives, tu rentres et tu dis bah maintenant c'est comme ça marchera. Non, justement, je réfléchis pas comme ça, mais justement, du coup, ça vient plus du bas, c'est plus organique, puis on teste, puis une fois qu'on voit que ça fonctionne de cette manière-là, on le valide, on dit ok, on continue à faire comme ça. Ouais. Okay. Et puis souvent, c'est aussi une envie des développeurs, tout simplement. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, les équipes, si elles sont en souffrance et qu'elles disent mais là, c'est plus possible, moi je suis allé modifier un bout de code. Alors eux, ils écrivent tout de cette façon, et puis l'autre équipe, elle écrit tout de cette façon, bah, c'est chiant en fait. Et du coup, bah, on se met autour d'une table, comment on peut faire? Bah, on va mettre maintenant, on va normer un petit peu comment on écrit, et du coup, on prend SLint, et puis voilà quoi. Ok. Plus de questions peut-être? Espace ou tabulation? Espace. Ouais, non, c'est pas le... Ah, non, les tabulations. Ouais, c'est ça. Aïe. Et en prod, j'ai vu que les copains qui bossent chez Docs, ils sont aussi à l'espace. Donc, Un partenariat. voilà. Il y a quelques... Bon après, il y en a plein, VI, Vive, pour ceux qui... Enfin, l'anneau. L'anneau. On va pas rentrer là-dedans. C'est les questions. Est-ce que vous avez une question? Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Vous souhaitez rester pour l'apéro avec nous? On a du vin, du Tu peux. Je prépare deux, trois trucs. Eh ben, merci beaucoup. Merci.